Bienvenue sur ton nouveau podcast The Next Wave ou La prochaine vague. Ici, tu écoutes des jeunes venant d'îles du monde entier te parler de leur quotidien, de ce qui les porte, de ce qui les anime. Chaque semaine, un nouvel épisode, un nouvel acteur qui nous inspire. D'un hémisphère à l'autre, nous sommes tous connectés et nous donnons le micro à ceux qui sont trop souvent oubliés. Abonne-toi maintenant et profite de la vague. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cap sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Je suis très heureuse de retrouver Clémence. Clémence, tu travailles dans le secteur maritime, tu es photographe, ça fait beaucoup de casquettes. Et donc, tu relis, on va dire, politique publique et terrain pour faire grandir l'économie bleue à Saint-Pierre-et-Miquelon. Tu vas pouvoir nous en parler plus en détail pendant ce podcast. Clémence, merci d'être là. J'espère que tu vas bien aussi. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, peut-être commencer par te présenter un peu plus? Suis contente d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Clémence Cormier, j'ai 28 ans. J'ai grandi à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai fait mes études, en Amérique du Nord, en Europe, entre Montréal, Paris et d'autres petits endroits. Je suis rentrée, travailler dans mon archipel il y a un peu plus de 3 ans, mais c'est ça, je travaille, dans le secteur, maritime, transport maritime, j'ai fait un peu de pêche, photographe sur le côté parce que c'est une passion que j'ai depuis longtemps et que voilà, que je tiens à garder, pour mon équilibre. Me demander donc, tu dis que donc tu as fait tes études à Montréal, en France également. Qu'est-ce qui toi t'a fait revenir? Est-ce que quand tu es partie pour tes études, tu savais déjà que tu allais revenir? Parce que c'est vrai que c'est une question, peut-être que des personnes un peu plus jeunes se posent beaucoup par rapport au fait de revenir ou pas, sur nos îles, d'origine. Donc est-ce que toi tu es partie avec l'idée de oui, tu allais forcément revenir ou est-ce que c'est une opportunité qui s'est présentée et qui t'a fait revenir? Alors, en fait, j'avais toujours, dans l'idée quand je suis partie aux études de m'ouvrir les portes nécessaires pour pouvoir revenir. Voilà, quand je suis partie aux études, au début, c'était plus des études de commerce. Je me suis plus orientée sur tout ce qui était communication et politique. Mais c'est vrai que je me disais toujours: «OK, c'est des portes qui s'ouvrent à moi, mais qui se fermeront pas, une fois que je voudrais rentrer à Saint-Pierre-et-Miquelon». Même si je ne savais pas encore si je voulais rentrer ou pas, je voulais, voilà, toujours garder cette possibilité ouverte. C'était super important pour moi. Et puis, en fait, de fil en aiguille, dans mon parcours universitaire, c'est vrai que j'ai vite voulu donner un autre sens. Ensuite, en master 2, ça s'est précisé sur l'économie bleue dans les outre-mer français. C'est vrai que, enfin, c'est pas l'étau qui s'est resserré, mais en tout cas, ma spécialité s'est resserrée, sur, un peu Saint-Pierre-et-Miquelon, les outre-mer, comme je disais, l'économie bleue et donc aussi pour des raisons personnelles, et donc voilà, j'ai décidé de rentrer et vraiment, aucun regret dans le sens que tous les matins, je me lève et ça a du sens. C'est-à-dire, je me lève et je contribue à l'économie. Ça, c'était vraiment important. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a fait t'orienter vers vraiment ce q enfin, le maritime, l'économie bleue? Ou est-ce que, ça a toujours été là, tu envie de travailler dans ce secteur? Ou est-ce qu'il y a eu un événement, une rencontre, particulière qui t'a fait, te diriger? Famille, on est tous, très maritimes. Enfin, mes grands-pères ont travaillé dans le secteur, plus ou moins. Moi, enfin, j'ai grandi dans un environnement très maritime, bah, dans le sens déjà Saint-Pierre, est une toute petite île où on voit la mer partout. On allait très souvent au bateau avec mon père. Ma sœur a été plus tôt que moi, convaincue par le s'orienter vers le milieu maritime. Elle est gynécologiste marin et moi, en fait, le déclic, ça a été, quand en licence, j'ai fait un stage au ministère des Outre-mer en cabinet et quand j'ai travaillé sur le livre bleu, en fait, des Outre-mer et c'était une nouvelle politique publique qui s'amenait et c'est là que j'ai eu le déclic, je me suis dit: «Bah, en fait, il y a peut-être quelque chose vraiment à tirer». Sans trop savoir comment, parce qu'encore une fois, j'étais en licence de communication politique. Je me suis dit: «Comment je vais faire pour exactement me rapprocher du de ce monde-là?» Puis un été, j'ai travaillé un mois comme, vacataire dans l'administration des affaires maritimes, à Saint-Pierre-et-Miquelon en étant, à l'accueil à l'époque, job d'été quoi. J'ai pu découvrir plein d'aspects et c'est là que j'ai plus compris comment je pouvais m'orienter, dans ce dans ce secteur. Les stages, j'ai pu enchaîner, j'ai réussi à faire, ma petite place et voilà. Voilà comment ça s'est fait. Après j'ai pas décroché, ça a été vraiment mon objectif, la fin de la licence, bah, jusqu'à maintenant. Je suis trop contente parce qu'on a déjà beaucoup parlé de ciné, mais j'apprends des choses, c'est le but du podcast aussi pour moi, c'est j'apprends à mieux te connaître, c'est trop chouette. Je me disais aussi donc parmi tous ces stages, au niveau plus, on va dire, rencontre, au niveau des personnes, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré? Vraiment mon parcours, mes stages, il y a,
En fait, un de mes maîtres de stage a été, François Lambert qui a eu un parcours en maritime assez, directeur général de l'ENSM et en fait, il m'a fait confiance, il m'a pris sous son aile, quand il était, délégué général, au GICAN. Donc c'est lui qui a vraiment décidé de me prendre sous son aile, comme je le disais, mais de me maritimiser un peu, de me donner cette culture générale-là et aussi l'envie, bah, voilà, d'aller plus loin, de tenter le concours d'administrateur des affaires maritimes. Donc j'ai pas eu, mais c'est pas grave, ça m'a vraiment ouvert, plein d'opportunités aussi. Lui, ça a été vraiment une personnalité qui m'a marquée par, bah, c'est ça son parcours, l'énergie, pour faire avancer les choses dans le maritime, son leadership, enfin voilà, ça a été vraiment une personne marquante. Me permettre de rebondir aussi sur quelque chose que tu viens de dire parce que je pense que c'est intéressant, par rapport à, en fait, comment on vit que beaucoup vont considérer comme un échec, un concours qui en effet, des années plus tard, on se dit: «Bah, en fait, non, ça m'a apporté d'autres choses et que c'est que la vie était faite comme ça» et cetera. Toi, comment tu l'as vécu? Parce que je pense que en plus, c'est un gros concours, donc je pense qu'en effet, ta vie est orientée vers ça pendant un moment. Comment tu l'as vécu, si tu veux en parler évidemment? Bien sûr, aucun problème. Donc j'ai décidé de préparer le concours, donc bah, après mon master. Donc le concours d'administrateur des affaires maritimes, étant donné que c'est militaire, il y avait une limite d'âge, 27 ans. Donc en fait, quand je suis sortie de mon master, j'en avais 26, donc je me suis dit: «OK, j'ai 1 an. Après, je peux pas me retenter». C'était cette fois-là, en tout cas, voilà, c'était ma limite d'1 an. Je suis rentrée à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc j'ai décidé de faire, la prépa licence P Saint-Germain-en-Laye à distance, ce qui était nécessaire pour moi à ce moment-là, parce que je voulais vraiment rapprocher. Après, c'est vrai que préparer un concours toute seule de l'autre côté de l'océan, c'était peut-être pas le choix le plus stratégique pour ça, mais en tout cas, c'était un défi personnel qui était, intéressant aussi. Voilà, rester à son bureau, toute seule, sans avoir forcément de pairs qui comprennent ce qu'on vit parce qu'à Saint-Valentin, il y a pas beaucoup de gens qui préparent ce type de concours. Mais voilà, ça a été hyper enrichissant et franchement, ça a été quand même une victoire d'arriver aux épreuves, de remplir tout le temps les 5 heures de culture générale, de notes de synthèse, d'avoir la satisfaction de remplir l'épreuve déjà. Voilà et ensuite, ça m'a permis aussi ça a été une année où je me suis dit: «Bah, philosophiquement, il fallait que j'apprenne aussi le fait de pas l'avoir». C'est un concours super sélectif, super compliqué. Ça m'a permis aussi de me préparer, à ces 2 éventualités. Il y avait quand même 2 grands choix qui se dessinaient. Soit je passais le concours et je retournais en métropole 2 ans pour me former et ensuite être affecté je ne sais où et ou alors ne pas l'avoir et donc là, je m'étais dit: «OK, je partirai peut-être plutôt dans le secteur privé». J'étais pas du tout fermée au public évidemment. Dans le maritime en tout cas, c'était vraiment je voulais vraiment rester dans le maritime. Le service public m'intéressait bien évidemment, mais le premier dénominateur commun, c'était le maritime. Super intéressant de partager ça aussi parce que beaucoup de personnes, trouvent enfin, moi, c'est un peu aussi mon sentiment, c'est quand tu écoutes des podcasts, tu as l'impression que c'est que des personnes qui, ont eu tout ce qu'elles voulaient et que leur route, tu sais, il y a jamais d'échec et tout et donc c'est super bien de mettre en avant que, bah, oui, parfois on échoue à un concours, qu'au final, aujourd'hui, tu es trop heureuse, de là où tu travailles, je pense. Enfin, en tout cas, tu Oui, en as oui, l'air. oui, c'est ça. Tu vas nous en parler plus en détail, mais c'est vrai qu'au final, c'était un chemin, qui prenait son sens. Peut-être pour commencer un peu à parler plus de ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que donc tu as une petite au contraire, à l'opposé, une petite victoire que tu aimerais partager? Bah, là, c'est vrai que ça fait un peu plus de 2 ans, que je travaille dans mon poste actuel donc voilà, j'ai pas un titre, je suis à la fois chargé d'affaires, attaché de direction, relations institutionnelles, enfin voilà, il y a plusieurs, branches. Mais c'est vrai qu'en ayant une formation plus publique, voilà, mon master s'est fait en politique publique, car, j'avais toujours un regard très administratif en fait, sur le monde maritime et là, ça fait 2 ans d'entreprise. Aussi qu'on comprend aussi, voilà le regard, de l'administration, de l'État sur ces questions et en fait d'avoir réussir à rejoindre en fait ces 2 regards, ça c'est super intéressant et ça, c'est une petite victoire. Enfin voilà, c'est toujours un processus, c'est un apprentissage. Mais de mieux comprendre et de travailler et d'être dans la gestion des affaires, ça c'est une petite victoire. Parler donc justement du public, du privé, les acteurs du secteur maritime, ils sont super nombreux, tu disais également qu'à un moment tu avais travaillé dans la pêche. J'imagine vu ton poste, tu n'as pas de journée type. Est-ce que mais est-ce que donc il y a des voilà, enfin il y a des, ouais, en gros, comment ça s'articule au niveau des acteurs avec qui tu échanges principalement? Oui, c'est ça, donc moi je vais autant travailler, ça va être plus, le rapport au transport maritime quand même, à l'heure actuelle. Que sachant que la société, le groupe, pour lequel je travaille
perd pour l'État une concession de service public pour ravitailler l'île chaque semaine. C'est ça, on a à la fois un combattant avec un navire, qui ravitaille donc Saint-Pierre-et-Miquelon chaque semaine depuis Halifax, au Canada. C'est vrai que mes interlocuteurs, ils sont à la fois, au sein de l'entreprise, ils sont à la fois, heu des acteurs, externes dans l'archipel parce que ouais, c'est à la fois, les institutions, à la fois aussi au Canada, du coup, à Halifax, voilà et puis, parfois aussi ailleurs, à l'international, France, étant donné que voilà, la marchandise vient de partout aussi. C'est vraiment très comme tu disais, vraiment peu éthique. C'est vrai que c'est ça, c'est, au jour le jour, on règle des problèmes, on rencontre de nouvelles personnes, il y a des nouveaux facteurs qui rentrent dans la balance et le fait est qu'il faut que la machine tourne. Autre petite question, parce que donc on parle beaucoup, tout à l'heure des termes, économie bleue. Aujourd'hui, ça veut dire, l'économie bleue, peut-être plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire l'économie bleue à Saint-Pierre-et-Miquelon? Mais si tu veux en parler de manière générale, parce que j'imagine que tu as beaucoup de connaissances sur le sujet, ça peut être intéressant pour les personnes qui écoutent de mieux savoir ce que ça veut dire, et cetera. Alors l'économie bleue, en fait, ça peut rassembler plein de secteurs, transport maritime, la pêche, un peu plus récemment d'autres filières qui se lancent comme, l'algoculture avec la culture d'algues tout simplement. Ça peut être aussi le nautique, donc tout ce qui est, voilà, plaisance, activités portuaires au sens large. Voilà, en fait, ce qui est intéressant avec l'économie bleue, c'est que ça touche à énormément de sous-secteurs. Ça mélange vraiment plein de choses et c'est ça qui est super intéressant. Après, plus proprement à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est ça, nous, on est par notre histoire, une population qui s'est installée sur cette île, heu, à cause grâce à la pêche. Et aujourd'hui, étant donné que, voilà, les ressources monétaires ne sont plus ce qu'elles étaient, 1990, c'était vraiment la date qui a fait basculer le l'économie de Saint-Pierre, c'est-à-dire qu'on a du jour au lendemain, on n'avait plus le droit de pêcher la morue. L'économie s'est écroulée, 70 quasiment de la population n'avait plus de travail, une crise d'identité parce qu'en fait, plus de 30 ans plus tard aujourd'hui, en fait, on a du mal à réécrire, ce pourquoi on est ici aujourd'hui. Donc d'où l'importance en fait de se pencher, je pense, sur l'économie bleue. Aujourd'hui, il y a toujours une activité, halieutique à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais elle devrait être beaucoup mieux structurée, mieux dynamisée. Sport maritime, bon c'est encore un autre sujet très vaste. L'algoculture justement est en train de se lancer un peu, le secteur de la croisière est de plus en plus dynamique. Il y a eu, un chiffre record de croisière de bateaux de croisière qui est venu accoster. Enfin, il y a plein de dynamiques qui demanderaient peut-être d'être un peu plus structurées, à encourager un peu plus les porteurs de projets. Enfin voilà, là du coup je commence à parler d'économie bleue, tu peux tirer la ficelle à un moment. Non, mais c'est super intéressant. Enfin, je me disais par rapport à ce que ce que tu disais sur Saint-Pierre et Miquelon, à votre histoire, ce que tu analyses aujourd'hui comme une crise, on va dire, identitaire. Quelle est l'expérience de grandir sur Saint-Pierre et Miquelon? Parce qu'on s'éloigne un peu à nouveau de ton travail, mais je trouve que c'est super intéressant aussi, d'en parler et pas de passer à côté de ça, parce que pour les personnes qui écoutent, peut-être, n'ont jamais entendu parler de Saint-Pierre et Miquelon ou ne savent pas grand-chose. Donc est-ce que tu peux parler un peu, oui, de ton expérience de grandir, sur cet archipel, et peut-être, quelque chose, que t'aimerais que t'aimerais que les médias mettent plus en avant sur Je pense que, peut-être un peu comme toi qui as grandi sur, sur une île, une autre île, mais je pense que c'est un peu, des caractéristiques qui sont propres peut-être aux petites îles ou pas en tout cas, mais je pense que quelque chose qui pourrait être vraiment mis en avant, sur Saint-Pierre-et-Miquelon et c'est directement lié, à mon expérience et je pense à l'expérience de tous ceux qui ont pu grandir ici, c'est la qualité de vie qui est absolument incroyable, aucune insécurité, le fait qu'on connaît les gens qu'on croise plus ou moins, mais en tout cas, il y a toujours ce sentiment de sécurité, qui est présent. Liberté en tant qu'enfant, c'est en fait, du fait que c'est une société hyper sécuritaire, il y a une grande liberté pour les enfants qui y grandissent. Ça, ça a été vraiment, facteur qui a fait qu'en fait ici, tous les enfants sont super heureux. Le fait qu'il y ait pas de distance parce qu'on est une petite île, ça amène aussi une grande qualité de vie quand on n'a pas de temps de transport. Moi, j'habite au bout de l'île, mon travail est à l'autre bout de l'île et c'est moins de 10 minutes de voiture donc c'est vraiment, vraiment confortable. Puis une grande, grande vitesse, je trouve que justement médiatiquement, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. C'est au niveau, c'est la richesse du monde associatif aussi, c'est assez incroyable. Au niveau sportif, un peu moins au niveau local, mais quand même pour moins de 6 000 habitants, je trouve qu'on est vraiment pas mal. C'est ça, cette richesse associative-là et sportive qui fait vraiment une vie communautaire et heu, hyper riche, hyper intéressante. merci beaucoup.
et encore une fois, j'apprends des choses, donc je suis trop contente. Aujourd'hui, jeune sur Saint-Pierre-et-Miquelon, des études, je crois me souvenir que tu disais que beaucoup partaient plutôt au Canada parce que c'est ce qui est plus proche pour vous. Mais donc, est-ce que enfin, toi, par exemple, tu es revenue sur Saint-Pierre-et-Miquelon, mais est-ce que c'est le choix de la majorité ou est-ce que justement il y a des problèmes et des barrières pour les jeunes pour qu'ils reviennent? Comment, tu as l'impression que Saint-Pierre-et-Miquelon arrive à, encore une fois, c'est des guillemets, mais gérer sa jeunesse? Mmh. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'ici, les la plupart des jeunes partent, vers 18 ans. En fait, entre 18 et allez, à peu près, 23-24-25, il y a pas beaucoup de jeunes, en fait. Il y a comme les jeunes jusqu'à 18 ans et ensuite, ils sont en fin de vingtaine, le début de trentaine. Donc il y a un peu ce gap-là sur la jeunesse. Après, ce qui est normal, hein. C'est vrai qu'on revient des fois, faut trouver sa place dans tout ça. Hem pour ceux qui reviennent, parce qu'effectivement, il y en a certains qui partent vers d'autres horizons, qui ont fait des études qui leur ouvrent beaucoup de portes et donc sont inspirés par, voilà, le profil des cerveaux, tout à fait, tout à fait, classiques, on va dire. Mais certains reviennent, certains ont envie de revenir. Peut-être que c'est ça, il y a un accompagnement qui pourrait être fait pour, les jeunes qu'on fait justement, qui sont formés dans un domaine qui pourrait être utile pour l'archipel. Je pense que, on est hyper bien accompagné durant ces études avec, voilà, la collectivité territoriale, un service des bourses qui, nous accompagne sur pas mal d'aspects. Je pense que justement c'est l'après-études qui devrait vraiment mettre une emphase, sur le sujet. Je pense qu'il y aurait vraiment moyen de rattraper certaines personnes. Beaucoup en fait, sont pas fermés à venir s'installer dans l'archipel. Il y a pas longtemps, un ingénieur a trouvé du travail ici et tout en se disant: «Mais en fait, j'aurais pas cru trouver du travail ici. J'aurais pas cru qu'en fait certaines entreprises seraient prêtes à embaucher, ou alors qu'il y avait simplement de la place sur le marché de l'emploi». Je pense qu'il y a, voilà, vraiment un travail à faire, entre, économique, même le monde du administratif, mais surtout mon économique puisque c'est un peu mon choix de développer l'économie dans l'archipel, les étudiants et puis, bah, voilà, peut-être la collectivité territoriale qui fait le pont entre les 2. Voilà, je pense qu'il y avait vraiment un travail à faire là-dessus, sur le retour des jeunes et après, bah, sur qu'est-ce que font les jeunes quand ils rentrent en Par rapport donc à la jeunesse, et je me disais, peut-être la jeunesse et l'océan parce que donc on s'est rencontrés à la conférence des Nations unies sur l'océan et tu étais, en zone bleue qui est donc, l'espace officiel de négociation, réservé aux délégués, accrédités. Et en fait, je me disais, est-ce que tu aurais des conseils, on va dire, pour la jeunesse, pour qu'ils s'intéressent peut-être plus donc à ton secteur qui est le secteur maritime, pour qu'ils soient plus mobilisés sur l'océan? Désolée, c'est une question super vaste, mais si tu as des idées de toi-même, comment t'es rentré dedans? bah, je pense que, bah, étant donné que tu étais à Lenox aussi, je pense que l'urgence climatique est tellement, un intérêt commun pour les jeunes générations. Je pense qu'une fois qu'on s'intéresse, un tant soit peu à cette urgence climatique-là, à l'écologie, on s'intéresse rapidement en fait, au monde bleu, tout ce qui est affaires à la mer. Ça je pense que, ça peut être, un levier, hyper puissant et hyper efficace tout simplement pour attirer des talents, pour susciter des intérêts. Franchement, après il y a tellement de projets hyper intéressants, à Lunel justement j'ai découvert, Coral Gardeners de Polynésie française, franchement le jeune, qui a lancé ça, il est tellement inspirant. 27 ans, il a la tête d'une ONG, planétaire maintenant. Bon voilà, c'est le type de projet-là, je pense qu'il peut très rapidement parler aux jeunes et qu'on pourrait décliner peut-être, heu, d'autres îles en fait et voilà, rien que le fait de pouvoir, passionner les jeunes clients sur les enjeux maritimes, déjà ce serait, Trop bien. Si je te donne, on va dire des financements, disons que tu as l'enveloppe, tu as le budget pour, est-ce qu'il y a une action, particulière ou même une entreprise, une start-up, je ne sais pas, que tu lances, que tu mets en place, dès demain? je pense que ce serait dans la pêche, sans rentrer dans les détails de la filière pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais je suis sincèrement convaincue qu'il y a beaucoup de choses à faire ici et je pense que oui, voilà, lancer une entreprise, bon voilà, sans pas de business model et d'études de marché. Je pense, voilà, c'est ça une entreprise
qui récoltent certains produits de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je pense notamment aux concombres de mer et oui, c'est très sexy. Mais aussi les algues et créer vraiment des produits à haute valeur ajoutée comme, des cosmétiques. Est-ce que, déjà merci pour ta réponse, tu pourrais parce que moi c'est quelque chose que j'ai appris en parlant avec toi à l'UNOC, et même si c'est pas très sexy, et du concombre de mer parce que je trouve ça super intéressant, sous-valorisé, sous-estimé. C'est vrai que les algues, on va dire que ça commence à être plus sexy, que ça y est, c'est un peu trendy même pour la beauté, tout ce qu'on veut et cetera. Mais, ouais, est-ce que tu pourrais juste nous dire par exemple, bah, la pêche au concombre de mer. Alors le concombre de mer, bah, c'est ça, je l'ai découvert moi en travaillant dans le monde de la pêche ici, mais c'est un animal, fascinant, qui est pas du tout sexy encore une fois, puisqu'il a vraiment un aspect de concombre, brunâtre, noir, enfin c'est pas très glamour vu comme ça, mais en fait, c'est vraiment un animal fascinant. C'est un peu l'aspirateur des une espèce benthique qu'on appelle ça, donc qui habite dans le fond de la mer et en fait qui mange tout tous les déchets en fait, du monde marin. C'est un animal qui est très, qui est qui a été vraiment, plus valorisé en Asie, pour des raisons, voilà, symboliques et médicinales. C'est un animal qui a été beaucoup consommé, qui est toujours très consommé, en Asie, mais qui a été victime de beaucoup de surpêche. Les principaux gisements au niveau mondiaux sont quasiment, tous atteints par la surpêche. À Saint-Pierre-et-Miquelon, on a un gisement qui est intéressant, très intéressant, qui est très bien géré. Voilà et c'est vraiment, bah, Cucumaria frondosa pour ne pas le nommer, celui qui il a des vertus médicinales extrêmement intéressantes. Je pense que la recherche n'a pas fini de trouver des avantages à consommer ce concombre de mer, anticancérigène. Voilà, en tout cas, c'est très, très bon pour la santé. C'est ça, dans l'Occident, c'est très peu connu. Pourtant, c'est vraiment intéressant et c'est encore une fois un animal qui est nécessaire à l'équilibre de toute cette écologie maritime. Oh, trop intéressant, merci. Peut-être, tu pourrais un peu nous parler aussi de, je change un peu, de sujet pour le coup, mais de la place donc de la photographie dans ta vie. Intéressant, donc tu disais en introduction que c'est une passion que tu as depuis très longtemps. Je trouve ça trop bien les gens qui arrivent à gérer leur métier, businesswoman et à côté de ça qui font quand même, bah, qui continuent leur passion et cetera et qui font pas forcément un choix, 100 l'un ou l'autre. Oui, alors comme tu dis, on n'est pas obligé de toujours faire un choix de carrière exact. Je pense que c'est intéressant de jongler avec, d'autres, bah, c'est ça, d'autres passions, mais aussi du coup rencontrer d'autres gens. Comment dire? On rencontre pas, de nouvelles personnes dans un milieu des affaires comme on rencontre dans un milieu artistique et ça fait du bien aussi. C'est d'autres équilibres, c'est d'autres dynamiques, c'est hyper important pour moi. Je vends mon île, mais c'est vraiment absolument magnifique. C'est l'automne, la plus belle des saisons avec des lumières et je suis un peu une photographe, qui fait plein de choses. Je fais autant du paysage avec, des expositions et je fais des tirages. Je vais faire, quelques mariages aussi l'été, portrait familial qui me permet en fait d'aller à la rencontre aussi de ma communauté, de rencontrer les gens autrement, et ça c'est aussi avoir le privilège, c'est des familles qui vous octroient le droit d'immortaliser un moment assez intime et ça, c'est toujours une grande responsabilité, mais toujours beaucoup d'émotions, pour, essayer de faire des belles choses, de beaux souvenirs pour les gens et quand, les gens sont très contents et me remercient pour leurs photos, c'est vraiment, c'est pourquoi je fais ce métier parce que c'est vraiment pouvoir offrir aux gens ces souvenirs et ça, c'est trop bien, c'est trop valorisant. C'est trop chouette. Enfin, franchement, tu en parles avec, tellement de passion. Encore une fois, c'est bateau dit comme ça, mais c'est vrai. Ça se voit Oui, que tu es vraiment trop heureuse d'en parler. Moi, je m'intéresse beaucoup aux questions du lien entre, les arts et l'engagement. oui, bah, c'est pas, on va dire, j'utilise pas mon art vraiment pour sensibiliser, pas encore, on sait pas de quoi la vie est faite. Mais c'est vrai que c'est, bah, comme tu dis, c'est un sujet super intéressant et je pense que c'est même nécessaire pour sensibiliser, bah, autant les jeunes générations que les générations, plus anciennes, je pense que ça reste vraiment un vecteur, un vecteur, pour, ces messages-là, notamment sur l'urgence climatique, mais sur plein d'autres sujets et c'est vrai que si on va un peu plus loin, dans une démocratie, on peut faire ça, on peut se permettre de dire: «OK, l'art est un vecteur», mais pour ce faire, il l'État, la société, cette démocratie aille bien et on le voit bien dans d'autres contextes géopolitiques à travers le monde. Plus cette démocratie touchait, moins l'art.
sa place en tout cas. La culture même au sens large dans une société et ça c'est toujours dommageable donc il faut profiter de vivre dans une société qui est pas parfaite, mais qui permet en tout cas, aux artistes, au monde de la culture d'avoir cette place et de continuer à éveiller. Je suis trop d'accord. C'est très vrai et vraiment merci beaucoup pour me partager tout ça. Je pense qu'il va me rester 2 petites questions et ce sont les 2 petites questions que je pose à tout le monde. La première étant, si tu une recommandation donc culturelle dans le sens, un livre, un film, ça peut être même une musique, un lieu à visiter, un compte à suivre sur les réseaux sociaux, tout ça à la fois. Je vais donner l'idée qui me vient là maintenant. Une artiste peintre, mais aussi qui fait de la broderie. Elle s'appelle Célia Bruno. Elle brode des paysages sur des tapis, des grands linges. Elle fait aussi des peintures un peu dans le même style. C'est très géométrique. Ça s'inspire de ses carnets de voyage, notamment en Asie. C'est beaucoup autour de la montagne. Alors, ça change complètement de la mer, mais je trouve ça absolument magnifique et voilà, je trouve que l'art de la broderie, c'est quelque chose qui est vraiment méconnu. En fait, c'est hyper stylé. Célia Bruno, trop, trop beau. Et sinon, le livre que je lis actuellement, parce que je trouve que pareil, ça clôture un peu aussi tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le livre, de l'ancienne première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern. En gros, une nouvelle forme de leadership. C'est l'empathie comme forme de leadership et c'est passionnant. C'est sa biographie, mais ça raconte aussi justement son aventure politique, d'être devenue maire pendant son mandat, mais aussi comment elle a appréhendé plusieurs crises. Super, je recommande. Trop bien, trop bien, merci beaucoup. En plus, je l'avais mis dans ma liste, de livres à acheter et là tu m'as là tu m'as convaincue, il va remonter plus haut. Et la toute dernière question, et à qui passerais-tu le micro pour un prochain épisode du podcast? Ça peut être quelqu'un de Saint-Pierre-et-Miquelon, ça peut être quelqu'un d'une autre île, comme pareil là aussi les noms qui te viennent en tête. Je pense que ce serait, Miyuki qui était donc, dans ma promo, de l'OCTYN. Elle vient du Groenland et elle fait des choses absolument, passionnantes, en diplomatie dans sa vie de tous les jours. Elle a grandi donc, au Groenland, mais aussi, au Japon et c'est un mélange de cultures qui est hyper intéressant. Elle-même est super intéressante et engagée. Je serais, vraiment très intéressée d'en entendre plus sur sa vie parce que bon, bah, voilà, on a toujours envie d'approfondir, nos connaissances avec ces gens super intéressants, d'îles très différentes. OK, trop bien. Bah, écoute, c'est je pense la fin de cet épisode. Merci beaucoup, beaucoup à toi Clémence, pour, tout ce que tu as partagé. C'était super complet. J'ai l'impression qu'on a parlé de plein de choses différentes, mais c'était trop chouette. C'était super intéressant. Merci beaucoup, encore une fois à toi, pour ton temps. Merci beaucoup Ilona. Merci à notre invité et merci à toi d'avoir écouté The Next Wave. Abonne-toi pour ne rien rater et laisse un avis, ça nous aide vraiment. N'hésite pas aussi à partager cet épisode à un ami ou une amie insulaire. À mercredi prochain!